Je suis heureuse de me trouver. Et je vais donc vous expliquer que pour ma part, j'ai sélectionné dans ce discours divers passages qui sont soit inadmissibles, soit stupides, soit contraires à la vérité historique. Cela m'a donné l'occasion de préciser un certain nombre de réalités historiques qui, en particulier, n'est-ce pas, qui jusque-là ont été occultées pour des raisons que vous devinez. Et je passe donc en revue, sans un ordre bien précis, sinon celui utilisé dans le discours, qui est plutôt un désordre qu'un ordre, les points suivants. Très souvent, ce sont les interventions arabes et européennes qui ont provoqué des guerres et des conflits entre Africains subsahariens. Parce que vous savez que l'une des thèses défendues par les historiens européens, c'est que les Africains, entre eux, se faisaient continuellement la guerre, alors que, en fait, pour peu que j'en sache, ces conflits n'étaient pas très fréquents du temps, par exemple, de l'Empire du Mali. Dans le 15e, on peut même dire que l'historien français qui s'appelle Raymond Moni avait même parlé de la Pax Maliana, par comparaison avec la paix romaine. Donc c'était la paix de l'Empire du Mali. Et les incursions extérieures il y en avait peut-être 3 par siècle. Alors que les Européens, dans le même temps, ne cessaient justement eux-mêmes de se faire la guerre. Ils étaient donc très mal placés pour interpeller les Africains sur ce point. Je veux donc souligner que les conflits qu'on a observés au XVIIIe siècle et au XIXe siècle étaient justement des conflits provoqués par, la plupart du temps, par l'intervention externe, soit arabe, soit européenne. Deuxième point. Comme l'ethnologue allemand Leo Frobenius l'avait indiqué, les sociétés noires africaines étaient bien structurées au XIVe, XVe, XVIe siècle au moins. C'est Frobenius lui-même qui parle de campagnes couvertes de champs, des États bien ordonnés jusque dans les moindres détails, une économie extrêmement active. Il ajoutait des peuples civilisés jusqu'à la moelle des os. Le mode de production africain traditionnel n'était pas esclavagiste. C'est l'intervention et la sollicitation externe qui provoquèrent une grande prolifération et une grande extension de l'esclavage en Afrique noire. Avant cela, il s'agissait plutôt de personnes dépendantes, d'anciens prisonniers de guerre qui avaient été plus ou moins intégrés à la population. En 1526, le roi congolais christianisé Alfonso écrivit au roi du Portugal Jean III la phrase suivante: « Notre volonté est que dans ces royaumes du Congo, il n'y ait jamais ni commerce ni marché d'esclaves. » Voilà qui est clair. Et c'est ce qu'il y a lieu de répondre à ceux qui veulent se dédouaner en culpabilisant les Africains, lesquels ont été pratiquement contraints de donner des êtres humains pour obtenir des armes sans lesquelles ils n'auraient pu se défendre. Les Angolais, en particulier, ont été directement décimés par les Portugais. La reine Nzinga, entre autres, a résisté de façon admirable pendant très longtemps et de toute son énergie. De même, l'un des descendants d'Alfonso, dont j'ai oublié le chiffre.
L'action des Arabes et des Européens a disloqué les royaumes et les empires grâce aux armes à feu. Leur action a perverti, puis ruiné tout le tissu socio-économique et politico-administratif qui s'était constitué auparavant, notamment des réseaux de villes et villages qui étaient en liaison permanente. Troisième point. Les États agresseurs et fauteurs de guerre doivent réparation. C'est le cas des Européens occupants jusque dans les années 60. Le mot indemnisation ou compensation devrait donc se substituer au mot aide, contrairement à ce que soutiennent beaucoup d'Européens, et en particulier dans la revue L'Histoire, en 2003 je crois, Madame Sylvie Brunel, qui est professeure de géographie à Sciences Po. Quatrième point. M. Sarkozy dit qu'il ne faut pas ressasser le passé. Et il propose que nous tirions ensemble les leçons de l'histoire. Mais que peut-on tirer d'une histoire qui est falsifiée et qui est tronquée, sinon de fausses leçons et de fausses conclusions? Il faut donc d'abord restituer dans les manuels scolaires et universitaires ainsi que dans les médias le véritable passé de l'humanité et de l'Afrique depuis la préhistoire. Par exemple, le premier Homo sapiens, ou homme moderne, actuellement connu et reconnu, est l'homme fossile trouvé dans le sud de l'Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, et donc dénommé pour cela Homo I. Cet homme a vécu il y a 195 000 ans, soit quelques 160 000 ans avant l'homme moderne d'Europe, dénommé Cro-Magnon. L'écriture la plus ancienne est née non pas en Mésopotamie, comme on le met dans les manuels scolaires, mais dans le sud de l'Égypte, inventée par un peuple noir vers 3300 avant Jésus-Christ. La métallurgie du fer de gisement, il ne s'agit pas du fer météorique, mais bien du fer de gisement, est probablement née en Afrique occidentale dans la première moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors qu'on faisait venir, dans toutes sortes de publications que vous rencontrerez, on s'imagine que ce fer n'est pas endogène, que la méthode, les procédés sont venus de l'extérieur. Alors non seulement ils sont endogènes, mais par-dessus le marché, ils sont probablement les plus anciens. Il y aura encore quelques vérifications à faire avant de l'affirmer complètement. La civilisation égyptienne ancienne, si admirable, a été élaborée par un peuple noir dans le sud de l'Égypte, entre 3200 et 2900 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant 3 siècles, avant que la capitale, par la 3e dynastie, soit fixée dans la région deltaïque. La langue et la civilisation de l'Égypte ancienne appartiennent à l'univers négro-africain. Un code moral universel, le monothéisme, et même l'idée d'une matière originelle incréée, sans commencement ni fin, que les Égyptiens imaginaient fluide, existait en Égypte pharaonique bien avant Moïse et les Grecs. On redécouvre, si on saute les siècles, on va jusqu'au XVIe siècle, et on redécouvre maintenant des milliers de manuscrits à Tombouctou, qui datent d'avant l'invasion marocaine et d'avant le contact avec les Européens. Cinquièmement, les infrastructures laissées en Afrique par le colonisateur, dont on se gargarise, ont été conçues dans l'intérêt de l'occupant et réalisées par le travail forcé de la population, réquisitionnée ou déportée. On ne peut donc pas dire que ça soit un don. Sixièmement, les difficultés actuelles de l'Afrique sont
en grande partie le fruit de l'impact de 4 siècles d'attaques et de traites simultanées et cumulées, de plus en plus intensives, suivies par la conquête et par l'exploitation coloniale directe. Or, justement, cette phrase que je viens d'énoncer, vous devinez pourquoi je vous l'ai proposée, c'est que dans le discours de Sarkozy, on prétend que les grands problèmes de l'Afrique actuelle sont dus aux Africains eux-mêmes et non pas à l'action antérieure des Européens et éventuellement des Arabes. Septièmement, Sarkozy dit que la colonisation n'est pas responsable des guerres actuelles, des génocides, des dictatures, de la corruption, de la prévarication et des pollutions. Alors, je demande, qui fournit sciemment les armes et les machettes? Qui a mis en place et maintenu sur leur trône les dictateurs? Qui a formé les policiers tortionnaires? Qui a écarté ou éliminé les leaders et militants intègres des peuples noirs? Qui donne l'exemple au plus haut niveau de la corruption, de la prévarication, des gaspillages, de la pollution? Et bien entendu, on pense par exemple à l'affaire Elf. Je rappelle que l'opposition Hutu-Tutsi s'est développée à partir de l'occupation allemande, relayée par la colonisation belge, puis par l'intervention française. Huitièmement, M. Sarkozy s'imagine que l'appel de la liberté, de l'émancipation et de la justice, qui se trouve actuellement dans les Africains d'aujourd'hui, vient tout simplement de l'Europe. Je rappelle donc que les griots maliens ont transmis une déclaration des droits de l'homme datant du XIIIe siècle. Cette déclaration proclame notamment que l'esclavage n'est pas une bonne chose, que personne ne doit être battu, que l'âme de l'homme vit de 3 choses: voir celui qu'il veut voir, dire ce qu'il a envie de dire, faire ce qu'il a envie de faire dans le respect des interdits et des lois. La phrase finale de l'ensemble de la déclaration est « Tel est le serment du Mandem à l'adresse des oreilles du monde entier ». Rappelons que dans la tradition des peuples noirs, avant le contact avec les Arabes musulmans et avec les Européens chrétiens, la femme africaine avait des moyens propres de subsistance, donc une indépendance financière. Elle pouvait exercer un commerce ou une activité artisanale et elle participait même à la direction des affaires publiques, ainsi que Charanta Diop l'avait indiqué au chapitre 6 de son livre « Les fondements culturels et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire ». Au milieu du XIVe siècle, d'après le voyageur et narrateur arabe Ibn Battuta, il n'y avait dans l'empire du Mali qu'un petit nombre d'actes d'injustice, une sûreté complète et générale dans tout le pays. Le voyageur, écrit-il, pas plus que l'homme sédentaire, n'a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les ravisseurs. En plein XIVe siècle. Enfin, c'est toujours Ibn Battuta qui parle. Il dit que si les hommes blancs viennent à mourir, les hommes blancs à l'époque pour les Maliens, c'était les Arabo-Berbères. Si les hommes blancs viennent à mourir dans leur contrée, les Noirs ne confisquent pas leurs biens, quand même il s'agirait de trésors immenses. Ils les déposent au contraire chez un homme de confiance d'entre les Blancs, jusqu'à ce que les ayants droit se présentent et en prennent possession. Il faut donc ajouter à ce tableau flatteur fait par Ibn Battuta la probité des habitants. Neuvièmement, confondant l'esprit d'entreprise et de recherche avec l'esprit de conquête,
Messieurs Sarkozy et Guénaud croient que raison et esprit de conquête s'opposent à sagesse et esprit d'harmonie, et leur est supérieur, alors qu'aujourd'hui même, l'écologie, les sciences politiques, juridiques, sociales, morales tendent toutes vers l'harmonie et visent à la réalisation du concert des nations, voire du village planétaire. Dixièmement, ces messieurs croient que la France apporte la démocratie à l'Afrique, oubliant qu'il ne peut y avoir de démocratie dans des pays où les habitants sont gouvernés, administrés, enseignés, jugés dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Et qu'en conséquence, il y a lieu de pratiquer le bilinguisme et le plurilinguisme comme cela se fait en Finlande et en Norvège. Ils pensent, ces messieurs, que la France veut, comme les Africains, une autre mondialisation. Mais elle-même, la France, subventionne son sucre, achète à bas prix les produits primaires de l'Afrique, surfacture les services et les produits manufacturés qu'ils vendent, installe des zones franches, soutient l'ajustement structurel, etc. Finalement, dans l'émission Talk de Paris, que peut-être certains d'entre vous ont eu connaissance, donc c'est une émission qui a eu lieu après le discours, M. Guénaud persiste et signe. Il continue d'ignorer tous les progrès qui avaient été réalisés par l'Afrique noire. Et quel était son rapport? Quel était le rapport de l'Afrique à l'histoire avant le XVIe siècle? Et cela, je veux dire tous ces progrès réalisés, quelle qu'ait été par ailleurs sa conception du temps. Vous voyez, suivez mon regard, la vision cyclique du temps du paysan africain avec les saisons. Voilà. Il ne voit pas que lorsqu'il écrit que l'Africain se caractérise par le besoin de croire plutôt que de comprendre, le besoin de ressentir plutôt que de raisonner, il tient des propos foncièrement racistes, insultants et contraires à la vérité. Il ne s'est pas aperçu que la négritude de Césaire n'est pas du tout celle de Senghor, laquelle, selon un livre célèbre, rime avec servitude et repose justement sur une vision, sur un postulat raciste et antiscientifique. Un comble pour terminer, une cerise sur le gâteau. Monsieur Guénaud considère ou convient, tenez-vous bien, qu'il y a quelque chose de trop abstrait en effet à certains endroits de ce discours. Sans commentaire, je vous remercie.